On se représente parfois la vie comme une ligne droite, une trajectoire bien définie, un choix évident. Mais je vous pose la question, vous ne vous demandez jamais si tout ça ne serait pas une vision un peu simplifiée des choses ? Parce qu'en avançant, les chemins bifurquent, et parfois au-delà des règles établies. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour rêver, pour s'ouvrir et pour surprendre. Bienvenue dans Courant Alternatif, le podcast des esprits libres qui s'intéresse au parcours de celles et ceux qui avancent autrement. Ici, vous allez le découvrir, pas de vérité figée, mais plutôt des chemins de traverse, des tensions et surtout une conviction. C'est dans le contre-courant que naît le futur. Alors, rejoignez-nous, je vous invite. C'est parti pour explorer des projets artistiques, scientifiques, sportifs, mais aussi des initiatives citoyennes et internationales. Courant Alternatif, c'est l'écho de personnalités inventives, de thématiques pleines d'audace et de nos différences pour prendre conscience tous ensemble du potentiel de nos énergies créatives et susciter le changement. Alors, est-ce que vous êtes prêtes et prêts à vous brancher sur une nouvelle onde ? Place à notre invité du jour. Bonjour Sarah Boisse. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans Courant Alternatif. Je suis notre deuxième invité, donc on est très heureux de recevoir après Magda Danis. Beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. En quelques mots, peut-être, pour commencer, est-ce que tu peux dire à nos auditrices et nos auditeurs qui tu es ? Volontiers, et puis je suis ravie d'être là, donc merci de m'accueillir. Je suis Sarah Boisse, je suis journaliste et autrice, spécialiste du parfum et des odeurs. J'ai été rédactrice en chef adjointe de la revue Nez pendant quelques années, je collabore toujours avec elle, et donc j'écris sur le parfum et les odeurs. Ok, très bien. Tu es donc passionné par cet univers-là, et c'est un univers en fait qui est assez complexe, le parfum, émotionnel, technique. Quand on s'y intéresse vraiment, on voit que c'est un monde à part. D'où vient ton appétence pour ce monde, et est-ce qu'il y a eu un petit peu un événement marquant, une étincelle qui font de toi une inconditionnelle des odeurs ? Alors, j'ai pas vraiment de moment déclencheur particulièrement, parce que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours tout reniflé. J'ai toujours été très curieuse du fait que le monde sentait. Et au-delà des odeurs en elles-mêmes, qui peuvent parfois me donner beaucoup de plaisir, l'odeur m'a toujours beaucoup questionnée, même en tant qu'enfant. Je me suis posé plein de questions en lien avec les odeurs. Et peut-être une des plus importantes, c'était pourquoi est-ce que personne n'en parle alors que c'est là partout autour de nous et que c'est objectivement super intéressant. Et dans ce monde d'odeurs dont pas grand monde ne parlait, il y avait quand même une exception très notable qui était le parfum. Le parfum, c'est des odeurs dont on parle, c'est des odeurs qu'on voit dans la rue sur des affiches, c'est des odeurs qu'on voit dans les maisons des gens, qu'on sent sur les gens. Et c'est des odeurs en plus qui ont une fonction très particulière puisqu'elles vivent avec nous. On les achète pour qu'elles vivent avec nous. Donc je pense que mon appétence pour les odeurs et pour le parfum, elle est née là en fait, dans un peu ce paradoxe entre d'un côté toutes ces odeurs qui sont là et de l'autre le parfum qui a clairement un statut à part. Alors, tu as fait des études de journalisme, je crois, entre Paris et Londres, qui sont achevées en 2010 par un master de journalisme, avec des premières collaborations plutôt dans des univers connectés à la culture. Et parallèlement, tu vas lancer, suite à cette expérience anglophone, ton blog bilingue qui s'appelle Flair. C'était en 2012. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet à la base et de sa vocation ? Alors la vocation de Flair, au départ, c'était un projet assez égoïste, si je suis tout à fait honnête, parce que je venais de commencer à travailler, donc j'ai été diplômée en 2010. Je suis arrivée sur un marché du travail qui n'était pas particulièrement joyeux. J'ai pas du tout trouvé le CDI que je m'étais un peu naïvement imaginé trouver en sortant de mon master. Donc j'ai commencé à piger un peu partout où on voulait bien de moi. Et puis en 2011, ça je le raconte dans mon livre, j'ai fait une rencontre qui a été assez déterminante. J'ai été envoyée par un magazine pour lequel j'écrivais à l'époque, qui s'appelait French Revue de Mode. J'ai été envoyée interviewer le parfumeur de Hermès à l'époque, qui s'appelait Jean-Claude Ellena, qui s'appelle toujours Jean-Claude Ellena, mais il est plus chez Hermès. Et ça a été un peu une révélation pour moi. Je me suis dit, mais c'est bien sûr. Enfin, c'était vraiment un moment un peu eureka. J'aime écrire, je suis partie pour être journaliste. Il existe ce monde qui m'a toujours passionnée aussi, mais sans vraiment que je l'envisage comme un champ de journalisme possible. Et là, ça a vraiment fait clic. Mais malheureusement, j'avais ni assez d'expertise pour aller chercher d'autres sujets parfums dans d'autres magazines, et encore moins pour me spécialiser à l'époque. Donc le blog, en fait, ça a été ça. Je me suis dit, je voudrais continuer d'explorer cet univers, déjà savoir si ça m'intéresse vraiment. Là, j'ai eu un petit aperçu qui m'a enchantée, mais j'y connais strictement rien, en fait. Et puis, ça me permettra de rencontrer des gens, de me faire un peu la main, d'écrire aussi.
Et voilà, c'est comme ça que Flair est né. Ok, et du coup, j'imagine que c'est comme ça que le cheminement vers le parfum commence à prendre forme. Comment ta réflexion sur le sujet a évolué ensuite? Ben, je me suis rendu compte, grâce à Flair et grâce à toutes les interviews que j'ai faites à l'époque, que finalement le parfum c'était un champ encore plus vaste que ce que j'avais imaginé. Il y avait tout le volet création auquel Jean-Claude Ellana m'avait un petit peu sensibilisé, bien qu'en réalité il était surtout venu désigner des choses que j'avais déjà en moi, c'est-à-dire que le parfum c'était un objet culturel absolument merveilleux. Et donc, par le biais du blog et de toutes les rencontres que j'ai faites dans cet univers, je me suis rendu compte qu'il y avait la parfumerie fine, mais il y avait aussi, par exemple, la parfumerie fonctionnelle. C'est con, mais on n'y pense pas souvent. Que le parfum, c'est pas juste des flacons très jolis, c'est aussi dans nos lessives. Dans nos lessives, dans nos dentifrices, dans l'air ambiant, dans les cigarettes, les vaporettes là, qui n'existaient pas à l'époque. Mais c'est vraiment partout autour de nous. Et donc, moi, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que j'allais pas m'ennuyer, quoi. Oui. Que j'avais plein de choses à découvrir, que j'allais pouvoir parler aussi bien de trucs très techniques que, je sais pas moi, d'agriculture, de création. Enfin, il y a énormément de facettes différentes à cet univers parfum. Et ça m'a aussi confortée dans l'idée que j'allais pouvoir peut-être en parler différemment. Je me disais déjà à l'époque, ok, c'est super intéressant, mais je vois bien que ça passionne pas tout le monde et il doit y avoir une raison. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, même si je sais pas si je le formalisais comme ça, mais que j'avais envie de parler non seulement du parfum lui-même, mais aussi et surtout de ce que le parfum nous fait, que les liens qu'on noue avec lui. C'est ça que je trouve le plus intéressant. Ok. Alors, avant qu'on parle un peu de, je dirais, la trajectoire que tu as pu avoir via cette découverte et le choix fort que tu as fait, notamment en rejoignant Nez, juste une question sur le journalisme. Parce que donc, du coup, tu commences ta carrière en tant que journaliste. Aujourd'hui, tu es autrice aussi. Mais en tant que journaliste, en plus tu le dis au début, c'est un milieu qui semble pas facile. On sait qu'il y a quand même parfois une certaine précarité dans l'exercice de ce métier. C'est mal rémunéré, alors que c'est quand même une production intellectuelle qui est intéressante lorsqu'elle est faite en respectant ce métier. Est-ce que tu te dis en plus, sachant que finalement ton créneau c'est peut-être le parfum et une façon spécifique d'écrire sur le sujet, est-ce que tu te dis à ce moment-là, bon, le chemin va peut-être être long, va falloir que j'ai le courage de mes opinions? Alors, paradoxalement, je dirais que je me dis surtout qu'il faudrait idéalement ne pas avoir le courage de ses opinions, parce que la situation dans laquelle on se trouve en 2010-2011, là, c'est quand même une situation assez difficile, de plus en plus précaire pour les journalistes, et avec, dans les titres de presse, une influence de plus en plus importante des annonceurs. Et dans le milieu du parfum, quand on écrit sur le parfum, c'est très 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 difficile, voire quasi impossible, de se défaire de cette emprise des annonceurs qui dictent quand même pas mal. Et de la codification, hein, on va en parler. Ouais. Donc moi, je me dis au contraire que ça va être compliqué justement d'avoir le courage de ses opinions, parce que c'est pas traditionnellement un sujet sur lequel on écrit avec du sang au bout de la plume, quoi. Enfin, c'est vraiment au contraire plutôt consensuel. Par contre, j'ai quand même une chance gigantesque, c'est que je suis très jeune. Assez naïve, je pense. J'arrive vraiment la bouche en cœur dans ce milieu. Je partage le loyer d'un petit studio avec mon mec. J'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Et ça, avec le recul, je pense que ça a été déterminant. Ok. Alors, Nez est créé en 2015-2016, je crois. Est-ce que c'était le projet parfait pour toi? C'était le projet idéal qui est arrivé à un moment idéal. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. J'ai rencontré en plus Jeanne Doré, sa rédactrice en chef, quasiment par hasard. Et c'était vraiment le projet idéal parce que ça faisait donc déjà 2-3 ans que j'écrivais beaucoup sur le parfum et les odeurs, notamment sur mon blog. Et comme je te disais, que j'avais eu l'occasion de me rendre compte que c'était encore plus intéressant et encore plus riche que tout ce que j'avais pu imaginer. Et Nez arrive avec cette idée justement de parler du parfum d'une manière différente, d'une manière totalement indépendante, zéro annonceur derrière, et avec un angle résolument multidisciplinaire. Donc la promesse, c'était qu'on allait pouvoir parler du parfum sous l'angle de la botanique, sous l'angle de l'histoire de l'art, sous l'angle de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie, de l'industrie, du parfum évidemment aussi. Enfin, énormément d'angles différents. Donc c'était parfait parce que moi, j'ai toujours été très curieuse en général, mais dans le monde professionnel, le monde du parfum, peut-être encore plus. Et je crois pas que j'aurais pu à ce point déployer cette curiosité dans un autre média. Et alors, du coup, dans le style que tu adoptes en tant que journaliste, au moment où tu commences à collaborer,
est-ce que tu te dis, bon, il va falloir que je fasse preuve d'une forme de pédagogie, parce que même si c'est une revue de spécialistes, ce ne sont pas forcément que des puristes qui l'achètent aussi. On peut se la procurer parce que justement on a envie de découvrir un univers, d'apprendre. Donc est-ce que tu te dis, il faut que je sois pédagogue, il faut que j'arrive à raconter une histoire sensorielle? Est-ce qu'au contraire, il faut qu'on soit pointu? En fait, comment se développe ta plume un peu, si tu considères que tu as une plume pour parler du parfum? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de réflexion à ce moment-là particulière de ma part. J'ai pas réfléchi à comment j'avais envie d'écrire. J'ai fait un petit peu comme ça venait. Mhm. Et le fait est que dans le parfum et les odeurs, je pense que il faut impérativement être pédagogue parce que l'immense majorité des gens n'y connaissent rien. Et c'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est simplement qu'il n'y a pas beaucoup de sources d'informations et que la pointe émergée de l'iceberg de ces sujets-là, elle n'est pas franchement excitante. Donc je peux blâmer personne de ne pas s'être intéressé à ce que c'était réellement que le parfum ou à ce que c'était réellement que l'odorat. Soit c'est des discours qui sont très marketés et qui franchement je pense pas que ça fasse rêver grand monde. Soit c'est des discours scientifiques très abscons, très difficiles à pénétrer. Donc c'est assez normal finalement. Donc moi j'ai eu envie d'être pédagogue, mais encore une fois pas par stratégie ou parce que je me suis dit c'est comme ça que je suis, mais parce que je me suis dit si je veux que la personne, que le lecteur ait envie d'aller plus loin que 3 lignes, il faut impérativement que je me mette à sa place. Et puis il faut pas oublier un truc, c'est que moi j'apprenais aussi Oui. au passage en fait. La plupart des articles que j'ai écrits, et d'ailleurs encore aujourd'hui, m'apprennent des choses. Donc le parti que je prends, même s'il n'est pas toujours très conscient, c'est d'embarquer mon lecteur dans ce que j'apprends moi. C'est une découverte mutuelle. Ouais, c'est comme ça que moi j'aime lire. J'aime bien quand on me prend par la main, qu'on m'emmène et que je sens qu'on va pas juste me faire descendre un savoir dessus. J'aime bien qu'on m'emmène, tu vois, dans l'ascension vers la connaissance. Et donc je pense que ça s'est fait assez naturellement. Et encore une fois, il y avait tellement à dire et à expliquer sur le parfum que ça me paraissait vraiment tout naturel d'avoir ce ton qui soit pédagogue et aussi tu vois simple et pas délibérément pas compliqué quoi. Oui. Mais alors on reparlera, puisque tu l'évoques dans ton livre, de comment ça se passe auprès des gens quand on a un discours de sachant, mais dans le bon sens du terme, parce que j'ai l'impression que cette logique qui consiste à dire bon ben voilà, je vais vous expliquer comment on peut vivre ça. J'ai senti un petit peu de pudeur parfois dans la façon dont ça t'est arrivé dans ton parcours. Tu en reparles dans ton livre. Ouais. Mais bon, peut-être qu'on se garde ça pour tout à l'heure. Mais je pense que ça sera un sujet intéressant à aborder. J'ai une petite question sur le milieu du parfum. Le milieu du parfum, c'est assez petit en fait. Beaucoup de gens se connaissent, beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de maisons de parfum, mais c'est quand même un milieu de connexion. Toi, à titre personnel, du coup, tu fais tes classes dans ce milieu. Est-ce que tu as fait face à des difficultés pour te faire une place, sachant que tu n'es... Alors, quand tu étais petite, je sais que tu es tombée amoureuse de Jicky de Garlin, mais tu n'es pas grassoise. Est-ce que c'était difficile d'arriver à trouver sa place et de gagner la confiance des gens ? Écoute, franchement, je vais pas cracher dans la soupe. J'ai été hyper bien accueillie dans ce monde-là. Depuis mes toutes premières interviews et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours franchement rencontré des gens sympas, quoi. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, ou alors peut-être que c'est moi qui suis sympa et que du coup les gens sont sympas avec moi, j'en sais rien. En tout cas, j'ai été plutôt bien accueillie et je pense que une des chances que j'ai eues, c'était d'arriver dans le monde du parfum à un moment où... Alors, je sais pas si c'est moi qui déforme un peu la réalité, mais j'ai quand même le sentiment que le journalisme parfum était encore peu développé, qu'il n'y avait pas autant d'intérêt de la part du public qu'il y en a aujourd'hui. Et donc, les gens que j'allais voir étaient plutôt surpris, agréablement surpris finalement que quelqu'un s'intéresse à eux. Alors, pas dans le sens où j'étais la seule à le faire, mais tu vois, c'est pas comme si je m'étais intéressée à la mode et que j'étais allée voir des créateurs qui étaient déjà sursollicités. Globalement, les parfumeurs ont été hyper généreux de disponibilité, de temps, de savoir, viens, on va sentir des trucs ensemble. J'ai été franchement globalement très très bien accueillie. Et puis je pense que c'était probablement lié aussi au fait que j'avais une envie tellement sincère d'apprendre des trucs. Oui. Et puis pas du tout snob, dans le sens où j'ai aussi bien interviewé des parfumeurs que des évaluateurs de dentifrice. Enfin, tu vois, j'avais une vraie
authentique curiosité pour tous les métiers de cet univers-là. Quiconque pouvait me parler d'odeur d'une manière ou d'une autre, j'avais envie de le rencontrer. Et ça a sûrement joué en ma faveur, je me dis avec le recul. Mais non, ça n'a pas été trop difficile de se faire une place. Et puis c'est vrai qu'une fois que j'ai eu en plus cette casquette nez, dont j'étais rédactrice en chef adjointe au départ, ça a aussi probablement contribué à ce que les portes s'ouvrent d'autant plus grand et d'autant plus facilement. Est-ce qu'il y a un parfumeur qui t'a fortement marqué? J'imagine que tu en as rencontré beaucoup, mais quelqu'un qui t'a, qui t'a ouvert son nez, mais je ne sais pas si c'est l'expression idoine. Ce serait franchement difficile de choisir parmi tous les parfumeurs, mais il y en a quand même un qui m'a rendu un grand service. Je lui ai déjà raconté, c'est Antoine Maisondieu. Antoine Maisondieu qui est toujours parfumeur chez Givaudan, qui fait partie, ça a été le deuxième parfumeur que j'ai interviewé. Après Jean-Claude Deléna, qui a donc été la révélation du départ, je me suis dit, il faut absolument que je trouve rapide un autre parfumeur à interviewer pour voir s'ils sont tous aussi géniaux ou si juste j'ai eu de la chance, quoi. Et Antoine Maisondieu venait de signer des parfums pour Comme des garçons. L'occasion était toute trouvée. Je propose à un magazine pour lequel j'écrivais un portrait et je rencontre Antoine Maisondieu. Il se trouve qu'il était tout aussi sympa, donc très, très bien. Et puis moi, j'étais encore assez jeune, hein, j'avais 21 ans, quelque chose comme ça. J'avais quand même encore la vie devant moi. Et franchement, ça m'a un petit peu fait douter quand j'ai vu l'enthousiasme que j'avais moi pour ce milieu-là. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurais pas loupé une sortie d'autoroute, quoi? Peut-être qu'en fait, moi, j'aurais dû devenir parfumeur. Et donc, pendant quelques mois, je me suis dit, merde, est-ce que j'ai pas... Il est peut-être encore temps de réagir. Et j'ai eu avec Antoine Maisondieu une discussion à ce sujet qui m'a beaucoup rendu service, parce que il m'a raconté un petit peu ce que c'était que la réalité de ce métier, qui est merveilleux, mais qui a aussi des côtés très difficiles. C'est un univers extrêmement compétitif. On est jugé en permanence aussi. Ouais, on est en jugé interne. en permanence. Il faut vraiment jouer des coudes pour se faire une place, et je sais pas si ça aurait été vraiment dans mon tempérament. Et surtout, il m'a dit, écoute, t'as l'air d'aimer écrire, t'as une curiosité pour cet univers de manière assez large, réfléchis à 2 fois. Et finalement, c'est après cette discussion que je me suis dit, en fait, sois tranquille, reste dans tes rails, effectivement, t'es bien, donc continue. Et ça m'a libérée peut-être d'un petit questionnement qui m'aurait peut-être un peu obsédée, de savoir si j'avais loupé ma vocation ou pas. Donc je lui suis très reconnaissante parce qu'il m'a permis finalement de m'embarquer assez sereinement dans ce chemin qui vraiment était assez balbutiement, quoi. Et je pense que du coup, ça montre aussi que quand on prend un courant, il faut aussi pouvoir partager avec les autres. C'est pas une affaire qui est 100% personnelle au final. Enfin, je sais pas quel est ton regard là-dessus. Bah oui, et d'autant plus que en ce qui concerne le journalisme parfum, on n'est quand même pas très nombreux, tu vois. Ouais. J'ai jamais combien en France à peu près Je sais pas. Je dirais que dans les journalistes que je croise vraiment régulièrement et qui sont vraiment spécialistes de ces questions-là, on est peut-être une dizaine, tu vois. Alors ça veut pas dire qu'il y a que 10 journalistes en France qui écrivent sur le sujet, mais des gens qui sont vraiment spécialistes, ça court pas les rues. Et moi, personnellement, je me suis construite sans m'identifier à qui que ce soit, tu vois. À part éventuellement à Jeanne Doré, qui avait lancé Au Parfum et qui a ensuite lancé la revue Nez. Il y avait personne dans mon paysage qui me donnait envie de me dire, bah voilà, j'ai envie d'être comme elle, quoi. Très bien. Alors, dernière petite question avant qu'on parle d'une initiative associative qui te tient à cœur, je crois. On en a parlé au début de cet épisode, c'est un milieu qui est codifié. C'est un milieu où, bien sûr, les marques veulent pouvoir tenir une image. Donc, on peut comprendre cela. Il y a des enjeux de consommation aussi. Est-ce que cette codification t'agace un peu parfois? J'ai envie de lire un petit passage de ton livre, dont on parlera après. Alors, c'est un parallèle que tu fais avec le vin, puisque vin et parfum, sur certains aspects, c'est tout à fait corrélable. Et tu écris, page 136, je cite, « Le vin nature, lui, propose une aventure olfactive presque sans boussole, qui requiert à mon sens plus de cojones que les sentiers bien tracés du conventionnel, et même s'il me réserve autant de déceptions que de coups de cœur, je ne me sens pas moins proche de tout ce que cette approche cristallise comme liberté, chez eux qui le font comme chez ceux qui le boivent. Comme ouverture a priori, une expérience imprévisible, éphémère, parfois belle, parfois pas, et par là même à l'image de la vie. » Est-ce que la codification du monde dans lequel on vit aujourd'hui te pose problème? Alors en matière de perception d'odeur,
Oui, d'une certaine manière, parce que on va retomber un petit peu sur ce que tu évoquais tout à l'heure, à savoir que je pense que l'olfaction souffre de cette impression qu'il faut avoir le bon vocabulaire pour en parler. Les gens se sentent souvent pas légitimes à parler d'odeur parce qu'ils n'ont pas les bons mots, entre guillemets, à mettre dessus. Et ça, je pense que ça fait du mal à nous, notre expérience, que ce soit dans le parfum ou dans le vin, comme je l'explique dans ce passage, où effectivement, il y a quelque chose que je trouve hyper rafraîchissant dans l'univers du vin nature. Tu vois, à défaut d'être toujours en kiff sur ce que je bois, au moins tu parles avec des gens qui s'effarouchent pas. Tu vois, si tu leur dis, je trouve qu'il y a un petit goût d'un truc qui est pas habituel. Par exemple, je crois que je donne l'exemple du chien mouillé ou du tarmac. C'est des goûts que j'ai vraiment déjà eu l'impression de ressentir en buvant du vin nature. Et t'es pas face à quelqu'un qui sort son livre et qui te dit désolé, j'ai pas ça dans mon répertoire, normalement tu devrais me parler de cerises griottes, de fruits jaunes, éventuellement d'encre, enfin non pas d'encre d'ailleurs, plutôt de musc ou de... Voilà, et ça je trouve que c'est dommage finalement. La codification elle est intéressante pour les personnes qui sont dans un même milieu pour pouvoir échanger et standardiser entre guillemets les perceptions. On a besoin de ça quand on bosse dans l'industrie du parfum ou sûrement du vin. Mais pour nous, consommateurs ou simples êtres humains, je pense qu'il faut se libérer un petit peu de ça, parce que ça nous enferme en fait dans des catégories dont on a en plus pas les codes. Donc, tu vois, on reste, c'est comme si on restait à l'extérieur du château, quoi. Je comprends. Alors, ta quête de beaux projets va se poursuivre tout au long de ces dernières années. Et ça va te guider avec un investissement dans une association qui s'appelle Né en Herbe. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative ? Oui, alors Né en Herbe, effectivement, c'est une association que j'ai découverte en 2021, à l'occasion d'un article que j'ai écrit justement pour le site de Né, qui portait sur l'éducation olfactive et qui s'intéressait aux initiatives qui existaient pour se former à l'olfaction en dehors des diplômes de parfumeur, typiquement. Et donc j'ai découvert cette association créée en 2017 par un scientifique aujourd'hui à la retraite qui s'appelle Roland Salès, qui est une grosse pointure dans le domaine de l'odorat, qui a notamment fondé le laboratoire de neurobiologie de l'olfaction à l'INRA, et qui a monté cette association qui promeut l'éveil olfactif en milieu scolaire de la crèche à l'université. Et pour t'expliquer un peu ce que fait l'association, on intervient dans des écoles à la demande des enseignants et on fait des ateliers olfactifs pour des enfants de tous âges, avec une ambition assez modeste. Et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup plu dans l'initiative. Et quand j'ai découvert tout ça, j'ai été vraiment charmée par justement ce côté très simple. Roland, il dit notre but, c'est de montrer aux enfants qu'ils ont en nez et qu'ils peuvent s'en servir. Et basta. Enfin, le et basta, c'est moi qui le rajoute. Mais c'est une ambition qui est très modeste et qui, à mon avis, se suffit largement à elle-même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour éduquer le nez, peut-être comme on éduquerait l'oreille avec l'éducation musicale ou l'œil avec, je sais pas, des cours d'art plastique, on a l'impression qu'il faudrait faire des choses compliquées, mais en fait, avec l'odorat, on part de tellement loin. C'est un sens qui est tellement négligé, qui est tellement peu sollicité et encore moins cultivé, que simplement, en fait, de pointer son doigt sur ce trésor qu'on a au milieu du visage, ça peut faire beaucoup. Et surtout avec des enfants, de leur permettre de les autoriser à s'en servir, ça peut vraiment... mettre quelque chose en branle qui après se cultive de lui-même en fait, parce que l'idée c'est pas de leur apprendre la parfumerie, l'idée c'est de leur dire regarde, le monde sent, tu es équipé pour le sentir, et plus tu le fais et plus tu auras envie de le faire, et plus ta perception du monde sera riche, plus ton cerveau se développera harmonieusement, plus tu deviendras curieux, tolérant, enfin vraiment ça... Puis je trouve que ça libère la parole en fait, mais c'est de fou. sentir. C'est fou. J'ai remarqué ça avec un public étudiant dont je m'occupe en parallèle. Et c'est vrai que tout de suite, les gens font référence à des anecdotes personnelles. Et t'en parles d'ailleurs dans ton livre. C'est-à-dire que tu veux initier une conversation avec quelqu'un, mais parle odeur. Ah, mais icebreaker, testé et approuvé des milliards de fois. Effectivement, si tu veux lancer une discussion avec quelqu'un et que t'as pas peur de passer pour un peu fantaisiste pendant quelques secondes, parce que finalement les gens se prêtent au jeu assez rapidement, lancer sur quelle est l'odeur la plus ancienne, enfin que sentait ton enfance par exemple, ça c'est génial, parce que tout de suite les gens te donnent des réponses qui sont quasiment jamais bateau, parce qu'il n'y a pas de réponse bateau sur les odeurs, vu qu'en plus on n'en parle jamais, tu vois, on n'a pas de clichés comme ça qui arrivent tout seul.
Et puis, comme c'est tellement lié à notre expérience, on a tout de suite des sortes de tableaux très précis avec plein de détails qui arrivent. Enfin, c'est génial, quoi. Et pareil, si tu demandes à quelqu'un quelle est son odeur préférée ou quelle est son odeur détestée, tu peux être sûr que la réponse sera intéressante et que tu vas en apprendre vraiment sur lui ou elle. Donc oui, il faut parler d'odeur. Et du coup, tu penses que ça devrait être intégré à l'école au même titre que des cours de musique, d'art plastique ? Oui, même si je suis pas encore, j'ai pas vraiment d'opinion sur le format que ça devrait prendre, dans le sens où je sais pas s'il faudrait se dire, par exemple, éveil olfactif le mardi de 11h à midi, ou est-ce qu'il faudrait pas simplement sensibiliser plutôt les personnes qui sont au contact d'enfants, par exemple les enseignants, pour peut-être simplement intégrer de manière plus diffuse et continue le champ de l'odorat dans les perceptions sensorielles dont on peut parler, qui peuvent être sollicitées, tu vois. Par exemple, je sais pas, une instite qui, toutes les semaines, mettrait à l'entrée de la classe un objet de saison et on l'aborderait aussi par le prisme de l'odeur, par exemple. Je sais pas, peut-être que ça, d'une certaine manière, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en musique, on a une histoire de l'art, dans les arts plastiques évidemment aussi. Alors, dans le champ de l'odorat aussi, on a l'histoire de la parfumerie, mais d'une certaine manière, je trouve que c'est presque un peu réducteur. Tu vois, j'en reviens à ce que je te disais de moi quand j'étais petite. La parfumerie, c'est génial et c'est super intéressant, mais c'est aussi elle doit pas être essentialisée, quoi. C'est un peu excluant en plus, parce que c'est quand même des produits qui coûtent cher, que tout le monde n'utilise pas. Alors que quand tu sensibilises juste aux odeurs, c'est gratos, c'est partout. Tout le monde y a accès, tout le temps, en permanence, même quand on dort. Donc il y a quelque chose de plus, finalement, presque plus riche à éveiller l'odorat tout court. On va maintenant parler de ton très beau livre qui s'appelle « Par le bout du nez, une histoire intime des odeurs » que tu as donc publié chez Calman Levy. Déjà, pourquoi ce désir d'écriture encore plus personnel ? Écoute, malgré toute la liberté que j'ai eue et toute la liberté que j'ai prise dans mon écriture de journaliste, il y a quand même pas mal de choses que j'avais jamais eu l'occasion de dire, et d'ailleurs que je n'imaginais pas forcément réunir dans un livre un jour. Mais il se trouve qu'en 2020-21, j'ai commencé à écrire tous les jours, à me lever tous les matins pour écrire, parce qu'à l'époque, j'avais envie de retrouver ce goût d'écrire qui me quittait un petit peu après 10 ans à gagner ma vie devant Word. Je saturais un peu de l'écriture et j'avais envie de retrouver ce plaisir d'écrire comme ça, quoi. Et puis en fait, ce qui est sorti de ce petit rendez-vous avec moi-même, qui était quotidien, c'était ce fil en fait qui traverse ma vie depuis l'enfance et qui est l'odeur, et notamment toutes les questions que j'évoquais aussi au début de cet entretien. Pourquoi est-ce que le monde sent ? Comment ça se fait que chaque chose ait une odeur ? Pourquoi mes copains d'école sentent pas pareil que moi ? Et pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui sentent comme les autres, mais pas comme ceux-là, etc. Et puis plus tard, pourquoi est-ce que les hommes donnent l'impression de s'en foutre des odeurs, sauf quand c'est des odeurs qui se boivent, qui s'appellent du vin ? Comment ça se fait que les règles des femmes sont parfumées par les fabricants de serviettes hygiéniques ? Qui est-ce qui décide qu'une odeur est bonne ou mauvaise ? Enfin, j'avais tous ces questionnements-là. Et je commençais, grâce à mon métier et à mon parcours, à avoir quelques réponses. Et je me suis dit, peut-être qu'il serait temps de réunir les deux. Enfin, je dis, je me suis rien dit. En réalité, les choses se sont faites un peu comme ça, mais j'ai eu envie de réunir ce parcours personnel avec mon parcours de journaliste et tout ce que j'ai pu apprendre en rencontrant des parfumeurs, mais aussi des scientifiques ou des évaluateurs de dentifrice. C'est un très beau témoignage, parce que à la fois tu livres beaucoup d'anecdotes sur ta vie personnelle, il y a beaucoup de sensibilité, je trouve, dans ce livre, et puis ça nous parle beaucoup. Plein d'éléments du quotidien. En plus, déjà, il y a la jeunesse qui, un peu, quelle que soit la génération, par rapport à la façon dont elle fonctionne, peut s'y identifier. En plus, nous, on est un petit peu de la même génération, donc c'est marrant parce que tu as plein de références. Qui sont les tiennes aussi. J'invite tous les trentenaires ou début quadra, notamment, à parcourir avec passion ce livre parce que, franchement, il y a plein d'anecdotes super intéressantes. Tu nous parles, pour les gens qui vivent à Paris, de l'odeur de la ligne 4 du métro parisien. Donc, c'est vrai qu'il y a une odeur signature. Donc, c'est très intéressant. Alors, tu évoques beaucoup de choses, et puis aussi, effectivement, la dimension professionnelle. Tu cites également des grands parfumeurs, Dominique Ropion, à titre d'exemple, qui est un des plus grands nés de la parfumerie. D'ailleurs, je crois que tu évoques dans ton livre que... d'ailleurs, je me demande si c'était pas Jean-Claude Héléna qui te dit qu'il aime pas qu'on dise nez parce qu'il faut pas réduire... ouais, et il m'avait dit cette phrase qui m'a jamais quittée, on n'appellerait pas un pianiste une main. Ouais. Et c'est grâce à lui, donc au tout début de ce parcours, que j'ai compris qu'effectivement, la composition de parfum, c'était un exercice avant tout mental.
c'est pas en sentant des trucs et en les mélangeant qu'on se dit ah tiens, ça fait cette odeur-là. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans la tête avant tout. Et alors, il y a une phrase qui m'a marqué. C'est page 87 que tu évoques ça. Tu dis que voilà, après plus de 10 ans d'assimilation olfactive au pays du parfum, tu penses affirmer sans risque que tu es capable justement d'évoquer cet univers à ton entourage. Mais tu n'oses pas forcément développer avec une forme de technicité sur des sujets parce que tu as un petit peu peur d'être considérée comme la donneuse de leçons ou celle qui va livrer une expertise pour se sentir au-dessus de la mêlée. Quand j'ai lu ça, en plus, bon, je te connais un petit peu, et puis bon, on voit ta plume, c'est-à-dire que tu n'hésites pas à dire des choses. Je me suis dit, punaise, mais est-ce que c'est une forme de pudeur dans ton apprentissage que tu tiens à toujours avoir, ou est-ce que tu n'aurais même pas peur de t'auto-censurer ? Alors franchement, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur la question de à quel point est-ce qu'il faut parler de manière précise quand on parle d'odeur ou pas. Moi, c'est une question que je me pose aussi. Mais ce que je remarque quand même, c'est que le langage des gens qui sont experts en matière d'odorat et de parfum, il est souvent perçu comme un peu excluant. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas chez le caviste et que tu tombes sur un mec qui te dit des trucs beaucoup trop précis sans se savoir... mettre à ta portée Ouais. En fonction de voilà, d'où tu viens. Et, moi, mon premier réflexe, c'est de me sentir un peu déjà... je sais pas comment on dit, condescendue. Condescendante. Tu vois, j'ai l'impression que la personne me paterne un peu. Et puis en plus que finalement, au lieu d'essayer de me vendre le vin en se mettant à ma portée et en me tenant par la main et en me disant regarde, on va essayer de trouver un truc qui correspond à tes goûts, c'est comme s'il me disait achète ça parce que moi, expert, je t'ai dit que c'était bon, et toi, pauvre créature, tu vas acheter juste parce que un expert t'a dit que c'était bon. Je comprends. Donc, moi, enfin, en tout cas, pour ce qui est du parfum et des odeurs, je trouve que le langage, il est à la fois merveilleux et à la fois, il peut rassembler, mais il peut aussi diviser. Et je trouve qu'en matière d'odorat, c'est ce que je remarque aussi, parce qu'on en parle tellement peu, parce que le vocabulaire moyen d'une personne moyenne en matière d'odorat, il est assez pauvre, en fait. Donc si toi, t'arrives avec tous tes adjectifs, etc., bien sûr que tu vas passer pour un sachant, ça c'est hyper facile de passer pour un sachant en matière d'odorat et de parfum, mais tu vas simplement conforter les gens dans une idée reçue qu'en plus généralement ils ont déjà, à savoir que c'est un milieu qui est inaccessible et qui de toute façon ne veut pas d'eux. Et moi au contraire, j'aimerais ouvrir les portes de ce monde-là pour qu'on y soit plus nombreux, quitte à démarrer avec peut-être un peu moins de vocabulaire et à grossir ensuite. Mais je trouve que d'arriver tout de suite avec la grosse artillerie, ça décourage en fait. Enfin, moi je pense que ça me découragerait. Dans ton livre, tu vas pas avec le dos de la cuillère parfois. T'as un chapitre qui s'appelle Puanteur. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Effectivement, c'est un chapitre dont on m'a souvent parlé puisqu'il s'ouvre avec des réflexions sur l'odeur de mes propres règles, qui est effectivement un sujet qui est pas hyper traité en littérature. On peut pas dire que ce soit très fréquent. Mais c'était pour moi une bonne manière de poser le sujet des bonnes et des mauvaises odeurs. Parce que finalement, c'est des notions qui sont éminemment culturelles. Des mauvaises odeurs, par essence, ça n'existe quasiment pas, à part peut-être des odeurs de putréfaction ou des odeurs qui sont synonymes de danger depuis suffisamment longtemps pour qu'elles se soient inscrites dans notre ADN et qu'elles soient blacklistées dans l'inconscient. Voilà, dans l'inconscient collectif. Mais sinon, en dehors de ça, les odeurs sont pas bonnes ou mauvaises par essence. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que l'influence de notre culture, elle est primordiale. Et que l'influence aussi, et ça c'est particulièrement criant dans le cas de l'odeur des règles selon moi, l'influence de la source qu'on attribue à l'odeur, à tort ou à raison d'ailleurs, est déterminante dans le jugement qu'on a plaqué dessus. Et l'odeur des règles, je trouvais ça très intéressant parce que voilà, moi je suis un peu révoltée de voir que la plupart des serviettes hygiéniques aujourd'hui sont parfumées, sans d'ailleurs que ce soit vraiment mentionné sur les paquets qu'on achète. Donc c'est-à-dire que quelqu'un quelque part, probablement des hommes, ont décrété que c'était une odeur qui méritait d'être couverte. Alors qu'on vit quand même dans un monde où il y a un paquet de trucs beaucoup plus puants, objectivement, qui ne sont pas recouverts. Donc ça m'interrogeait sur en fait qui décide qu'une odeur est mauvaise, et est-ce qu'on n'est pas un peu tous perdants ? Enfin là, en l'occurrence, toutes perdantes, tu vois, parce que quand on te dit, bah tiens, regarde, voilà une serviette parfumée,
T'as pas besoin qu'on te dise que tes règles puent. En fait, c'est ce que tu comprends. C'est le sous-texte, en fait. Donc, voilà, j'avais à cœur d'écrire ce chapitre où il n'est pas uniquement question de l'odeur de mes règles, je vous rassure. Il est question de toutes ces odeurs puantes dans certains coins du monde qui sont considérées comme délicieuses ailleurs et vice-versa. Et donc, de manière générale, de comment est-ce qu'on étiquette bon, mauvais, sachant que cette dimension bonne-mauvaise, qu'on appelle la valence hédonique, en termes un peu scientifiques, c'est une des premières choses qui s'impose à nous quand on sent une odeur. C'est-à-dire que même si on s'en fout, même si on n'est pas expert, même si ça ne nous intéresse pas, il se trouve que notre cerveau, quasi immédiatement, va situer cette odeur sur un spectre qui va de ça pue à c'est délicieux. Et donc c'est quand même qu'il y a des mécanismes qui sont à l'œuvre, et même si ces mécanismes-là sont pas toujours très conscients, ils déterminent notre rapport aux odeurs du monde, quoi. Très intéressant. T'écris donc avec beaucoup de liberté, de manière générale. J'ai une petite question qui ne concerne pas l'univers qui te passionne, mais plus ton milieu, vraiment l'écriture, le journalisme. Est-ce que tu considères aujourd'hui que la liberté d'écrire, elle est encouragée ? C'est difficile de répondre de manière générale. Ça dépend toujours de où, sur quel sujet, par qui. Si je dois parler de mon cas personnel, je pense que cette liberté de ton, elle a quand même été, même si elle n'était pas forcément volontaire de ma part, enfin, j'en avais pas fait c'était pas ma marque de fabrique à l'origine, quoi, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui me valorise. Mais bon, c'est comme tout, ça dépend. Donc ça dépend du sujet, ça dépend des supports. Mais bon, elle est très importante. Oui. Ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est très très important de préserver ce monde qui permet à des personnes de s'exprimer librement. C'est très important. Alors, qui dit liberté dit, dans certaines circonstances, libéral. Qu'est-ce que tu penses du positionnement dans le parfum, donc je reviens vers ça, de Christophe Laudamiel, qui est un parfumeur, et qui défend l'idée que les formules de parfum devraient faire l'objet de plus de transparence, un peu comme des partitions de musique, pour permettre l'apprentissage, la transmission, la reconnaissance du travail des créateurs. Ce qui est un sujet assez touchy, puisque c'est un univers de confidentialité. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette approche qui consiste un petit peu à libéraliser la formule ? Alors effectivement, c'est un univers confidentiel, comme tu dis. Dans l'industrie du parfum, on parle de secret de la formule. C'est une formule, en l'occurrence, consacrée, parce que pendant très longtemps, une bonne formule pouvait vous rendre très riche. Une bonne formule d'un bon parfum qui se vend bien, ça pouvait vraiment vous rendre riche. Mais depuis les années 70-80, se développent des techniques qui permettent d'analyser un parfum et de savoir à peu près ce qu'il y a dedans. Ça ne veut pas dire que ça recrache la formule. La chromatographie en face des yeux, pour ceux qui nous écoutent et qui donc musclent leur culture. Exactement. À nos côtés. Aujourd'hui, il y a des machines très sophistiquées qui permettent en gros de déterminer ce qu'il y a dans un parfum. Donc encore une fois, c'est pas la formule telle quelle. Il faut un parfumeur derrière pour analyser ses résultats et reconstituer le parfum derrière. Mais c'est-à-dire qu'un parfum qui sort et qui marche bien, tous ses concurrents savent en gros comment il est fait. Et aujourd'hui, l'industrie du parfum est un milieu où il y a beaucoup de copies. Et je parle pas des dupes, je parle pas des vraies imitations, je parle des grandes marques entre elles qui s'épient en permanence. Et quand il y a un truc qui fonctionne, quasiment tout le monde emboîte le pas. Ça, c'est un secret de Polichinelle, c'est un fait. Donc, qu'un Christophe Laudamiel, que je respecte beaucoup par ailleurs, propose quelque chose qui est complètement à contre-courant, qui serait en fait d'avoir effectivement des formules en open source, ça permet d'une certaine manière de montrer ça en fait, de montrer que une bonne formule va souvent être reprise. Et ça permettrait de donner du crédit à ces créateurs. Parce qu'aujourd'hui, les parfumeurs sont pas considérés comme des artistes. Les formules ne tombent pas sous le coup de la propriété intellectuelle. Et c'est, je pense, très difficile pour certains d'entre eux de voir que un truc qu'ils ont fait qui a bien marché est copié, twisté par plein de gens autour.
Et il y a un autre truc pour lequel j'aurais tendance à défendre cette idée de rendre les formules libres, c'est que aujourd'hui, beaucoup de marques construisent des univers entiers de communication autour d'ingrédients qui sont dans le parfum, mais sans que la loi encadre la revendication de tel ou tel ingrédient. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 0,001% d'une très très belle absolue de rose, très éthique, très magnifique, très incroyable. Vous pouvez construire un univers entier de communication dessus, alors que 98% du reste de votre formule, ça va être des molécules de synthèse. J'ai rien contre la synthèse, mais c'est pour dire que c'est une industrie où on peut revendiquer beaucoup de choses sans que ce soit forcément vraiment en lien avec ce qu'il y a effectivement dans le flacon. La chose déterminante. Voilà. Oui. Et ça, moi, ça a tendance à m'agacer un peu. Très bien. Donc je trouve qu'il serait intéressant que les formules soient connues, ou en tout cas soient accessibles quelque part, aussi pour qu'on arrête de prendre les consommateurs pour des cons, et qu'on puisse, quand c'est nécessaire, rendre à César ce qui est à César, que les créateurs de belles formules et de belles choses puissent être reconnus en tant que tels. Et je termine juste là-dessus. Je trouve d'autant plus dommage, en fait, que les marques se sentent obligées aujourd'hui de parler de leurs ingrédients comme si c'était finalement ça qu'on achetait quand on achète du parfum, parce qu'ils ont en réalité un trésor entre les mains, et bien souvent, j'ai l'impression qu'ils s'en rendent pas compte, ou en tout cas pas assez. Le vrai trésor, c'est la créativité des parfumeurs. Et vous pouvez avoir toutes les plus belles absolues du monde dans un flacon. Si le parfumeur fait mal son boulot, ça va pas sentir bon, en fait. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des ingrédients très basiques, pas forcément très nobles. Avec un bon parfumeur, vous pouvez avoir des choses absolument splendides. Et aujourd'hui, dans les blockbusters de la parfumerie actuelle, il n'y a pas du tout de corrélation entre la qualité ou le prix ou l'origine exotique des ingrédients et le succès d'un parfum et sa capacité à nous toucher, nous, dans nos émotions et nos vies, quoi. Merci pour le partage de cette opinion. C'est une industrie qui peut se transformer beaucoup dans le futur. Le parfum, on parle d'intelligence artificielle, il y a des sujets de qualité de matières premières, des zones géographiques qui peuvent être en danger, et donc du coup ça voudrait dire que typiquement le vétiver qui vient d'Haïti, qui est un ingrédient incroyable, qui sublime beaucoup de compositions, on pourrait plus le sentir tel quel. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, on parle des biotechnologies, des parfums qui améliorent votre bien-être, les neurosciences prennent de plus en plus de place. Est-ce que donc toi, tu partages cette idée qu'il y a des transformations fortes, et en tant que journaliste, est-ce que tu penses qu'il y aurait une façon d'accompagner ça pour continuer à écrire un petit peu différemment sur le parfum? Écoute, c'est une question que je me pose moi-même, parce que si je suis tout à fait honnête, je suis curieuse de tout. Donc bien sûr que ça m'intéresse de connaître les programmes de neurosciences des grosses boîtes, bien sûr que ça m'intéresse de voir dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut épauler le travail des parfumeurs, mais au fond, c'est pas vraiment ce qui me fait vibrer. Donc je sais pas, moi, combien de temps ça m'intéressera d'écrire sur un logiciel qui va en fait petit à petit en plus grignoter le travail et la créativité des parfumeurs en lui suggérant des accords qui n'ont jamais été faits. C'est pas forcément que ça non plus. Non, c'est pas forcément que ça, mais c'est vrai que les choses que j'ai vues jusqu'ici en intelligence artificielle, ça m'a pas fait délirer, quoi. Ok. Par contre, les questions de changement climatique sont déterminantes déjà tout court dans nos vies à tous, mais elles le sont aussi dans l'univers de la parfumerie, puisque comme tu le disais, ça pose des problèmes, des questions d'approvisionnement très importantes. La plupart des filières aujourd'hui, elles sont sous grosse pression du fait des aléas qui sont de plus en plus importants et nombreux. Et ça, je pense que ça va probablement exiger que les marques se décident à faire un truc que pour l'instant elles ont toujours un peu repoussé, qui est d'éduquer au sujet de la synthèse. La synthèse en parfumerie, c'est pas du tout un gros mot. Je sais que dans le monde extérieur, on a tendance à opposer nature et chimie et à se dire que la nature c'est bien, la chimie c'est pas bien. La vérité, elle est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus nuancé en effet. C'est beaucoup plus nuancé. La synthèse peut d'ailleurs sauver la nature, hein, puisque utiliser des naturels dans une composition, ça veut dire quand même solliciter la nature. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, grâce à la chimie verte, aux biotechnologies, on est en mesure d'obtenir des ingrédients de manière beaucoup moins impactante, disons, d'un point de vue écologique. Donc voilà, tous les ingrédients de synthèse ne sont pas pour autant à mettre sur un piédestal. Il n'y a que des cas particuliers, mais en tout cas, disons que c'est infiniment plus complexe que de dire nature égale bien et chimie égale pas bien. Et donc, je crois que moi, si j'ai peut-être un rôle à jouer en tant que journaliste, si je persiste dans cette voie-là,
ce serait peut-être d'aider à éduquer le grand public à ces questions-là, pour qu'on arrête de se dire jusqu'au bout, on va aller épuiser les ressources naturelles pour pouvoir continuer à mettre des roses sur les affiches de publicité des parfums, alors qu'en réalité, on pourrait faire des choses magnifiques avec une empreinte beaucoup moins importante. C'est simplement qu'il faudrait réussir à assumer et à expliquer ce que l'industrie fait par ailleurs depuis 150 ans. Donc il n'y a rien de très nouveau sous le soleil, hein. La synthèse, elle occupe aujourd'hui une part C'est d'ailleurs ce qui a révolutionné majeure. l'industrie. Oui, la parfumerie moderne, on l'a dit moderne, depuis le moment où elle intègre des... Numéro 5 de Chanel, c'est grâce à la synthèse. Exactement. Et donc ça fait 150 ans que c'est là, même un peu plus. Et ça fait 150 ans que non seulement c'est là, mais qu'en plus ça a façonné nos goûts et notre manière d'envisager le parfum. Donc il serait complètement con, en fait, de continuer à parler de nature comme étant le Graal absolu, alors qu'on est tous avec nos sillages ultra synthétiques et que en réalité c'est ça qu'on aime aujourd'hui. Très intéressant. Alors, on parle pas mal d'odorat depuis le début de cet épisode, c'est normal. Aujourd'hui, j'avais une question à te poser. On est dans l'ère de l'hyper-visualisation. C'est terrible, on croule aussi sous l'information visuelle. Comment tu vis cette sollicitation de la vue ? Et est-ce que, en fait, ça renforce ton envie de te concentrer sur d'autres sens, et même pas que l'odorat, les autres ? Alors, 1000 fois oui. On vit dans un monde de plus en plus visuel, on vit dans un monde où les écrans prennent une place qui est franchement préoccupante, voire vraiment flippante. Et par ailleurs, on est, nous, en tant qu'êtres humains, des êtres très visuels. C'est-à-dire que 80% de ce qu'on sait passe par la vue. Et ça, j'en parle aussi dans mon livre. C'est vrai que ce qu'on considère comme le monde, c'est avant tout ça, une histoire d'information visuelle. Pour ça, l'odorat, c'est... Alors, je sais que tu m'as dit pas forcément que l'odorat, mais j'ai quand même envie de parler d'odorat parce que c'est un sens, pour le coup, qui est peut-être le moins sollicité, en tout cas le moins valorisé de nos 5 sens, alors qu'il peut vraiment contrebalancer cette prédominance du visuel. Et on sait aujourd'hui que le développement harmonieux du cerveau, notamment chez les très jeunes enfants, il repose beaucoup sur la richesse en fait et la diversité des stimuli sensoriels. Donc des enfants qui vivent dans un monde très visuel, qui l'est de plus en plus, et dont les parents ne sollicitent en plus que la vue, éventuellement un peu l'ouïe, eh ben on peut vraiment leur apporter un supplément de bien-être et de développement cérébral harmonieux en sollicitant davantage leur odorat. Donc je crois que cette importance de l'éveil olfactif, elle est d'autant plus cruciale dans l'époque qu'on vit. Si tu avais un rêve, une utopie olfactive, ça serait quoi ? Ce serait que tout le monde sente. Ce serait que les gens non seulement se servent davantage de leur nez, en conscience, puisque de toute façon, votre nez, il n'attend pas que vous lui disiez d'accord pour être en marche. Il fait sa petite affaire, que vous le sachiez ou non, mais il fait encore mieux quand vous en êtes conscient. Il peut enrichir considérablement votre vie, renforcer votre lien au monde, renforcer votre lien à vous-même. On se connaît soi-même par le biais de l'odorat. Ça, c'est vraiment, pour moi, super important aussi. C'est un lien qu'on a à sa propre histoire, à sa propre sensibilité, qui est, pour moi, absolument irremplaçable. Donc, mon utopie, ce serait que les gens sentent de manière consciente et volontaire, et que très naturellement l'odorat s'invite dans nos discussions, tu vois, tirer en soirée, les gens te diraient alors c'est quoi ton odeur détestée, et puis il y aurait que des bêtes de discussion dans tous les coins. Non, mais plus sérieusement, voilà, je crois que au risque de paraître un peu grandiloquente, je m'en fous, je suis sûre que le monde serait meilleur si les gens sentaient plus. Et il faut lire mon livre pour découvrir pourquoi, mais je vous jure que c'est vrai. Oui, et dans ton livre d'ailleurs, tu as une très belle phrase, tu dis « Nous devons nous forcer de regarder ce que nous ne voyons pas ». Ouais. Oui, parce que l'odorat, et c'est aussi, il y a une dimension écologique très belle à l'odorat, parce que quand on commence à s'intéresser à l'odorat, et à l'une de ces questions dont je parlais tout à l'heure, une de mes questions d'enfant qui était « Pourquoi est-ce que tout sent ?» En fait, les odeurs nous renvoient à une réalité d'échange chimique perpétuel entre toutes les choses qui vivent. Et quand je dis toutes les choses qui vivent, c'est toutes les choses qui vivent. N'importe quel... du plancton au mammouth, quoi, vraiment, en passant par le monde végétal. Tout ce qui vit est équipé de capteurs
qui permettent de recevoir les odeurs et émettre des odeurs soi-même. On est tous émetteurs et récepteurs d'odeurs, c'est ça que je veux dire. Donc quand on s'intéresse aux odeurs, on s'intéresse en fait à cette espèce d'immense maillage fabuleux qui relie absolument toutes les espèces vivantes entre elles et dont on fait partie nous-mêmes en tant que senteur et en tant que senti. Donc effectivement, quand je parle des voix de ceux qui n'en ont pas, c'est que l'odorat permet aussi de tendre l'oreille, de tendre le nez, de tendre l'œil, de tendre tout ce que vous voulez à toutes ces autres espèces vivantes qui aujourd'hui sont les victimes collatérales de notre connerie à nous et qui ont besoin qu'on les regarde, qu'on les considère et qu'on les écoute. Et si ça se fait pas par le biais du langage, ça peut se faire par le biais de l'odeur. Il faut juste ouvrir un peu ses écoutilles, quoi. Et on invite du coup tout le monde à parcourir ton roman pour bien s'en rendre compte. C'est quoi le courant alternatif de Sarah Boisse en synthèse ? Mon courant alternatif en synthèse, ce serait ça en fait. Ce serait de défendre l'odorat dans une époque qui n'en a cure, qui s'en fout un peu, dans une époque de plus en plus visuelle. Je pense que là, avec le tout écran, on arrive un petit peu à une sorte d'apogée de ce monde visuel. Le courant alternatif, je crois qu'il est simplement là, il est très simple, mais c'est juste de ne pas se laisser entièrement bouffer par les images et de se rappeler qu'on a aussi au milieu du visage un outil d'une complexité, d'une précision, d'une profondeur absolument incroyable et que on a vraiment tout à gagner à se servir plus de son nez. Alors j'ai une question pour finir. Magda Danis, qu'on a reçue pour le premier épisode et qui était formidable, a répondu à la question si tu devais transmettre une énergie à celles et ceux qui veulent penser autrement, quelle serait-elle ? Je te pose du coup à toi cette question pour finir. Ce serait celle-ci, ce serait santé. Au moment où vous nous écoutez, là où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il y a forcément une odeur autour de vous, il y a forcément des odeurs que vous êtes en train de percevoir. Peut-être que c'est l'odeur de chez vous et que c'est une odeur que vous ne sentez plus. Peut-être que c'est une odeur que vous trouvez désagréable parce que vous êtes dans le RER ou je ne sais où, à côté de trucs dont vous vous dites qu'ils sont puants. Quoi que ce soit, essayez de prendre acte de cette odeur, demandez-vous à quoi elle vous renvoie et vous aurez déjà fait un petit bout de chemin. Et puis ensuite, il ne faut pas s'arrêter. Merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup Guillaume. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir plongé avec nous dans ce courant alternatif. N'oubliez pas de nous suivre et partager le vôtre sur notre Instagram, Courant Alternatif Podcast. Et à très vite pour un prochain épisode.